L'un des trois objectifs de ce retour des relations diplomatiques consiste à provoquer graduellement le retrait des Iraniens. Et de toute façon, le simple fait que des forces arabes, pas militaires naturellement, mais que des investisseurs, que les pays arabes soient plus présents en Syrie, eh bien, ça fait équilibre avec la présence iranienne. Nous avons le plaisir de retrouver le docteur Meir Masri, orientaliste. Meir, bonjour Boker Tov. Bonjour, cher Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On a plusieurs dossiers à essayer de mieux comprendre grâce à votre expertise, en particulier le dossier de la Syrie. On a beaucoup parlé de la Syrie du côté israélien ces derniers mois, ces dernières semaines, avec une effervescence sécuritaire du côté de la Syrie. Mais ce qui est en train de se passer, c'est plutôt inattendu. C'est un retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Qu'est-ce qui a permis ce retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe tel qu'il a été validé, on va dire, hier? Alors d'abord, pour répondre à cette question, il faut rappeler les conditions dans lesquelles la Syrie, ou plutôt le siège de la Syrie, a été suspendu au sein de la Ligue arabe. Eh bien, la raison, c'était que le régime de Bachar el-Assad, bien sûr, contesté pour les crimes de guerre qu'il a commis pour le soutien qu'il a apporté également à des milices pro-iraniennes un peu partout dans la région qui ont déstabilisé plusieurs États. Mais la raison quand même principale, c'est que le régime de Bachar el-Assad avait perdu le contrôle d'une majorité du territoire syrien. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que il a réussi tout simplement à récupérer, avec l'aide de la Russie, notamment entrée en jeu en 2015, mais aussi des Iraniens et de leurs milices, il a réussi à récupérer plus de 70, peut-être même 75% du territoire syrien, et surtout de ce qu'on appelle la Syrie utile, ça veut dire la partie la plus peuplée de la Syrie. Et par conséquent, la Ligue arabe, en tout cas la majorité des pays membres de la Ligue arabe, parce que cette décision n'a pas été prise à l'unanimité, plusieurs pays membres de la Ligue arabe refuseront toujours de normaliser leurs relations avec Bachar el-Assad et de parler avec Bachar el-Assad dans le Qatar, dans le Maroc et d'autres pays également, il y en a 4. Et donc, mais la majorité des pays de la Ligue arabe, en réalité, n'ont fait que prendre acte de cet état de fait. Cet état de fait, donc, la récupération par le régime d'Assad avec le soutien de ses alliés, notamment de la Russie, il faut le dire, qui contrôle complètement l'espace aérien syrien, donc la grande partie du territoire syrien. Alors, l'objectif est triple. Premièrement, il s'agit tout simplement de faire acte de présence de façon à pouvoir provoquer la diminution graduelle de l'influence iranienne en Syrie pour les pays arabes, notamment les pays arabes du Golfe, qui sont à l'initiative de cette orientation. Deuxièmement, mettre un terme à la guerre civile syrienne, l'une des plus meurtrières jamais connues au Moyen-Orient, puisqu'il est question de 600 000 personnes tuées par le régime d'Assad et environ 15 000 personnes déplacées. Et puis enfin, le retour des réfugiés, quand même, il y a au moins 4 millions de réfugiés syriens dans les pays voisins de la Syrie, notamment le Liban et la Jordanie, des pays qui vivent dans des conditions économiques de plus en plus précaires à cause en grande partie de cette présence extrêmement importante de réfugiés syriens que ces pays ne peuvent absorber pour des raisons à la fois économiques et de ressources, mais aussi démographiques, puisque ça évidemment, ce sont des petits pays, le Liban et la Jordanie, avec des équilibres démographiques très fragiles, une présence aussi accrue de réfugiés syriens, donc ne peut être supportée à moyen et à long terme. Voilà donc les raisons pour lesquelles une majorité de pays membres de la Ligue arabe, conduits quand même par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui sont la locomotive véritable de cette nouvelle orientation stratégique, et puis sur fond de normalisation, on en parlera peut-être de normalisation entre d'une part Riyad et Abu Dhabi, plutôt d'abord Abu Dhabi et Riyad, puisque c'est les Émirats arabes unis qui ont commencé, et d'autre part Téhéran. Alors justement, c'est cela que on a du mal à comprendre. Là aussi, c'est-à-dire c'est une volonté de la part de la Ligue arabe de se rapprocher aussi indirectement de l'Iran. C'est aussi une des conséquences de ce rapprochement entre Riyad et Téhéran, la réintronisation, on va dire le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Non. D'abord, moi, je suis pas d'accord avec le terme employé de rapprochement. Il n'y a pas de rapprochement avec l'Iran. Les systèmes
donc sur le système régional arabe du Golfe, pro-occidental et capitaliste, libéral sur le plan économique, respectueux des souverainetés étatiques et de la légalité internationale d'une part, même si ce n'est pas des démocraties sur le plan interne, naturellement. Et puis d'autre part, le système milicien iranien qui est anti-étatique, qui est révolutionnaire, c'est un islamiste de gauche, fait inédit d'ailleurs en relations internationales. Ce sont quand même deux systèmes expansionnistes avec des milices qu'il soutient un peu partout dans la région, des groupes terroristes qu'il parraine. Ce sont deux systèmes qui sont structurellement antinomiques. Les raisons qui ont conduit à la fracture et au conflit qui est en cours en réalité entre ces deux mondes, entre ces deux systèmes depuis la révolution iranienne de 1979, je dis bien la révolution iranienne qui n'était pas islamique au départ, hein, puis le putsch islamiste qui a pris le dessus dans le sillage de la révolution iranienne, le changement de régime à Téhéran, constaté en 1979, et bien depuis cette date-là, la région est divisée et les raisons sont toujours là. Donc, il y a, par ce retour de la normalisation, une volonté eh bien, de discuter et de réduire les tensions qui existent entre ces deux pôles. Mais pardon. Mais ces relations existaient il y a moins de 5 ans. Les relations ont été rompues, surtout dans sur fond de guerre civile yéménite. Mais je veux dire, ce retour des relations à l'échelle des ambassadeurs ne règle pas les problèmes qui existent entre ces deux systèmes. Parce que j'essaye de comprendre avec l'œil d'un profane, on va dire, la Syrie aujourd'hui est noyautée par l'Iran. Il y a une présence iranienne, de milices iraniennes dans le sud de la Syrie, en particulier pour ce qui concerne l'État d'Israël. Le fait de réintégrer la Syrie, est-ce que cela ne veut pas dire que finalement on tolère de facto la présence iranienne dans ce pays ? Non, parce que l'une des conditions de ce rapprochement graduel, qui va se faire de façon très graduelle, encore une fois, il n'est pas question de réhabiliter le régime d'Assad. Je signale quand même. Oui, il y a plusieurs conditions qui ont été posées. Qui était la bête noire, non pas seulement de la communauté internationale, mais aussi de la Ligue arabe, d'une majorité au sein de la Ligue arabe. Le régime de Saddam Hussein n'a jamais été exclu de la Ligue arabe. Il n'a jamais été question de suspendre sa participation au sommet de la Ligue arabe. Il a toujours été présent. Saddam Hussein ne participait pas en personne parce qu'il avait des relations exécrables avec les autres dirigeants arabes, mais il a envoyé son numéro 2. Donc, je veux dire, le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe ne veut pas dire que le régime d'Assad est en train d'être réhabilité. Deuxièmement, le régime d'Assad ne contrôle pas tout le territoire syrien et il n'est pas question qu'il récupère par la coercition les régions qui lui échappent. La région d'Idlib qui est sous contrôle turc, sous occupation turque, mais alimentée, soutenue par plusieurs pays de la région, dont le Qatar et autres, mais aussi les autres pays du Golfe, parce qu'il y a plusieurs groupes d'opposition syrienne et de différentes obédiences. La région arabo-kurde dans le nord-ouest de la Syrie, qui est aux mains de la FSD, des forces de la Syrie démocratique, c'est la seule région qui fonctionne d'une façon démocratique aussi, avec des autorités locales élues, et qui sont soutenues par les Américains. Et puis, il y a également une zone tampon entre la Syrie et la Jordanie, qui est aux mains des Américains, de l'armée américaine, qui est la région de Tanaf. Il n'est pas du tout question à ce que le régime d'Assad conquiert, récupère ces territoires par la force, mais par un dialogue national syrien dans lequel la Ligue arabe, ou surtout les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis en tête, entendent jouer un rôle. Non, mais je parlais des milices iraniennes. Comment on explique de ce paradoxe ? D'un côté, on soutient la Syrie, de l'autre côté, ces milices iraniennes, elles sont toujours présentes dans le sud de la Syrie en particulier. Oui, mais l'une des conditions de ce retour de la normalisation, c'est la diminution de la présence iranienne et le retrait à terme des miliciens iraniens. Le régime d'Assad dit que pour le moment, il en a besoin, mais que ça va se faire de façon graduelle. Bon, mais c'est quand même, je veux dire, c'est quand même l'objectif. L'un des 3 objectifs de ce retour des relations diplomatiques consiste à provoquer graduellement le retrait des Iraniens. Et de toute façon, le simple fait que des forces arabes, pas militaires naturellement, mais que des investisseurs, que les pays arabes soient plus présents en Syrie, eh bien ça contrebalance, ça fait équilibre avec la présence iranienne. Et c'est ça, arrêter le calcul, c'est que le boycott du régime d'Assad pendant 11 ans a été considéré comme en réalité un abondant qui a eu pour conséquence une accélération
et un accroissement de la présence iranienne sur le sol syrien qui n'a pas fait beaucoup de bien, il faut le dire, à la région ni au peuple syrien. Et puis, enfin, la dernière raison, c'est que la dernière remarque que je voulais faire, c'est que la principale raison pour lesquelles les pays arabes avaient rompu avec le régime d'Assad, enfin une majorité de pays arabes avaient rompu avec le régime d'Assad, ce qui a provoqué l'exclusion de la Syrie de la Ligue arabe, c'était qu'ils ont fait un pari, le pari de la chute du régime d'Assad. Ils étaient persuadés qu'Assad allait perdre, et c'est d'ailleurs, il était très très près de chuter. Il faut dire que Bachar el-Assad doit sa survie à Barack Obama. Assad doit sa survie à l'ancien président américain Obama. Qui n'a pas réagi. Qui s'était engagé à intervenir militairement en Syrie, ce qui aurait eu pour conséquence évidente la chute du régime qui était à 2 doigts de tomber en 2014. Et puis ça ne s'est pas fait finalement parce que Obama a changé d'avis et que cette fameuse ligne rouge qui a été fixée, l'utilisation des armes chimiques, a été franchie, à savoir l'usage par le régime d'Assad d'armes chimiques. Et puis ça n'a pas eu il n'y a pas eu de conséquences et c'est resté impuni jusqu'à aujourd'hui. Et puis en 2015, les Russes sont entrés en jeu pour remplir ce vide par le retrait américain. Alors, on comprend bien cet aspect des choses. Je voudrais revenir aussi également sur un deuxième développement qui est intervenu ici en Israël hier avec la libération de ce député jordanien qui avait fait de la contrebande. On a du mal à cerner véritablement la nature des relations entre Israël et la Jordanie. On a l'impression qu'à chaque fois que la Jordanie est prête, par exemple à l'époque du Ramadan, à calmer les esprits, tout faire pour que cela se passe dans le calme sur le mont du Temple, on a l'impression que le roi Abdallah veut d'une certaine manière apaiser les relations entre les deux pays, et puis il y a le Parlement jordanien qui est beaucoup plus virulent. Comment on arrive à gérer ces relations entre les deux pays aujourd'hui ? Alors la Jordanie est un État autoritaire, c'est une dictature, comme à peu près tous les pays voisins d'Israël. Et dans cet État très autoritaire, il y a un pouvoir. À sa tête, il y a un autocrate, un monarque, donc le roi Abdallah de Jordanie, mais qui est très faible, et qui a beaucoup de mal à contrôler le système sur lequel il règne. Et donc il y a ce que les Jordaniens appellent al-istihlak al-mahalli, ça veut dire la consommation, la consommation locale. Une marge de manœuvre accordée à toutes les forces hostiles à l'Occident, de manière générale. Le régime jordanien est très pro-occidental. Et à Israël, il y a une marge de manœuvre qui leur est accordée au nom de cette fameuse consommation locale et qui consiste à laisser donc ces forces s'exprimer. Mais en fin de compte, celui qui contrôle en réalité le régime, eh bien, c'est le roi et ses services. Le roi est pro-occidental, il a des relations également importantes avec Israël, qui sont importantes pour Israël, mais qui sont aussi, surtout importantes pour la Jordanie. Ce sont des intérêts stratégiques du point de vue jordanien. Et par conséquent, je pense que ce qui a été fait, à savoir la libération par Israël de ce détenu, de cet ex-député, puisqu'il a été démis de ses fonctions, et qui sera jugé en Jordanie, la Jordanie s'est engagée à le faire, je pense que c'était dans la suite naturelle des choses. D'abord parce que je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement, compte tenu des pressions exercées par la Jordanie. Et puis deuxièmement parce que c'est la coutume en relations internationales, lorsqu'un parlementaire, et d'ailleurs nous avons beaucoup d'antécédents, pas entre Israël et la Jordanie, mais entre la Syrie et l'Irak, l'Égypte et le Soudan, l'Égypte et la Libye, de parlementaires qui ont usé de leur immunité pour faire de la contrebande d'armes, de drogue ou de l'or. Alors, je crois qu'il y avait aussi 100 kilos d'or, et non pas seulement d'armes. L'ex-député a reçu de l'argent, donc ses motivations n'étaient pas nationalistes ou religieuses. Elles étaient financières. Il a reçu de l'argent, même si bien sûr il est considéré comme un héros par ses partisans et aussi par sa tribu. Il appartient à une tribu importante en Jordanie, proche du roi d'ailleurs. Donc bon, tout cela, ça crée des pressions sur la maison royale jordanienne, mais en fin de compte, je pense qu'il a quand même mis en danger les intérêts stratégiques de la Jordanie, et puis par son acte criminel, il faut le dire, eh bien,
c'est considéré comme une atteinte à la sécurité jordanienne également, et non pas israélienne. Je veux dire, ce qui s'est passé embarrasse plus la Jordanie qu'Israël. Eh bien, on le comprend bien. Merci beaucoup, docteur Meir Masri, de nous avoir éclairé donc sur ces deux dossiers, la Syrie et la Jordanie ce matin. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Bonne journée. Bonne journée.